Paris est à vous. Aurélie Blonde, Karine Vergnol. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui anime le web, mais pas seulement, ce sont les chiffres du financement participatif. Record battu en France pour la série web Noob. On a regardé ce matin à 11h sur le site Ulule, sur lequel elle s'est inscrite. Elle avait engrangé 313 518 € exactement, soit presque 10 fois plus que son objectif du départ. Du coup, le crowdfunding alimente tous les espoirs, mais aussi évidemment quelques inquiétudes. Il est temps de faire le point sur ce nouveau mode de financement. C'est ce que nous allons faire avec nos invités. Benoît Bazouki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la plateforme smartangels.fr. Fabrice Pesin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'ACP, Autorité de contrôle prudentiel, auteur d'un rapport avec l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, rappelant justement les règles du financement participatif. Évidemment, on va y revenir. Fabien Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste, dialoguiste, monteur et post-producteur justement de Noob, la première web série française. Plus de 45 millions de vues. Alors je vais commencer avec vous puisque c'est comme ça que je l'ai annoncé le 3 mai où vous êtes donc inscrit sur Ulule en disant nous on a besoin de votre aide. L'objectif c'était récolter 35 000 € en 70 jours. Vous avez explosé le compteur. Pourquoi vous êtes inscrit au départ sur le site? Pourquoi vous avez fait appel au financement participatif? Alors tout simplement parce que les autres formes de financement plus traditionnelles nous étaient absolument inaccessibles. Donc on a opté pour un mode de financement plus démocratique, c'est-à-dire que comme on est très proche de notre communauté, on a justement eu cette volonté. On avait annoncé le film depuis très longtemps, mais avant on voulait terminer les 5 premières saisons. Et donc ensuite c'est naturellement qu'on s'est dirigé vers le crowdfunding, puisque ça a le vent en poupe en ce moment, qu'on est très proche de notre communauté. Donc l'alchimie était parfaite. Alors oui, il y a déjà 5 saisons, ça a été lancé depuis 2008, c'est les aventures d'adeptes d'un jeu de rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est assez décalé, mais en même temps vous avez, on disait, des millions de fans. Alors comment expliquez-vous ce succès phénoménal ? En fait, je pense qu'on est un complément à ce qui est proposé à la télévision. C'est-à-dire que à la télévision, en France, on sait très bien faire les représentations historiques, on sait bien faire les comédies, on sait bien faire les films terre à terre, mais on a un petit peu délaissé les mondes de l'imaginaire, notamment la science-fiction, l'heroic fantasy, là où en Angleterre on voit des Misfits, des Doctor Who qui explosent la baraque. Nous, en France, on n'a pas ça, et donc nous, sur Internet, on propose... Mais c'est une chose d'aimer vous regarder, c'est une autre chose que d'investir dans vos projets. Oui, effectivement. Et là, ça, vous y attendiez? Est-ce que ça... Non. Non, à ce point-là, j'imagine que vous pensiez que ça allait quand même marcher à peu près. On pensait, oui, on avait quand même, on connaît un peu notre communauté, on savait qu'on avait nos chances sur un financement à 35 000 €, puisque c'était la somme qu'on avait demandé au départ. Puisqu'il ne faut pas oublier que nos acteurs ne sont pas professionnels, je ne suis pas un professionnel justement, on est tous autodidactes, c'est parti d'une passion entre potes qui a juste bien tourné. Et notre saison 1, c'était 1 000 € de financement. La dernière saison, on a réussi à monter à 20 000 € d'autofinancement. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu plus court, donc un film, mais avec un peu plus de budget. Sauf que les 35 000 €, on les a eu en 24 heures. Et ça, c'est juste imprévisible. Alors, on reviendra sur ce que vous allez faire de cet argent. Fabien Fournier, Benoît Bazouki, vous êtes le président fondateur de la plateforme Smart Angels. Vous adressez plutôt aux entreprises, aux entrepreneurs. Vous ne proposez pas de projets culturels ou artistiques sur votre plateforme. Mais comment vous expliquez ce succès? Est-ce que ça vous étonne ou pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a arrivé finalement à un tournant dans le crowdfunding? Alors oui, effectivement, aujourd'hui on est à un tournant dans le secteur du crowdfunding, mais pas seulement en France, c'est-à-dire que c'est au niveau mondial. Alors est-ce que le succès de Noob est étonnant? Non, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de projets comme celui-ci, quelle que soit la nature du projet, qu'il soit effectivement artistique, culturel ou des entreprises, comme ce qu'on finance sur Smart Angels, qui vont être financés de cette manière-là en s'adressant directement à la communauté. Alors pour faire un rapide, tout petit résumé de ce qu'est le secteur aujourd'hui, il y a 3 grands segments dans le crowdfunding. Il y a d'abord le don, et ça c'est la typologie de crowdfunding à laquelle a fait appel Noob, c'est-à-dire qu'on a une communauté, on fait appel à des contributeurs. Il y a le prêt entre particuliers, les gens se prêtent de l'argent pour des projets avec l'engagement derrière de rembourser ces projets. Et puis il y a l'investissement en capital, ça c'est ce que nous faisons sur Smart Angels, où on présente des entreprises qui cherchent des financements pour développer leur activité et qui s'adressent à des investisseurs privés. Mais d'une manière générale, sur l'ensemble du secteur, est-ce qu'on peut dire que le public finalement il a du flair, qui sait reconnaître les projets valables? Alors
Fondamentalement oui, c'est-à-dire que c'est pas que le public a du flair, c'est que chacun, en fonction de ses propres affinités, va aller vers le projet qu'il a envie de financer. Et on peut considérer que tous les projets, à partir du moment où ils sont bien construits, à partir du moment où il y a une volonté de la part des porteurs de projets d'aller parler à leur communauté, tous les projets pourront être financés parce qu'on trouvera toujours, et c'est ça la force d'Internet, on trouvera toujours des contributeurs ou des investisseurs qui seront passionnés par les mêmes projets et les mêmes volontés, les mêmes passions que les porteurs de projets qui les proposent. Fabrice Peuzin, Benoît Bazouki vient de soulever quelque chose avec effectivement ces 3 systèmes de financement participatif. C'est ce qui fait que les institutions aujourd'hui avaient envie un petit peu de regarder ce qui se passait et qu'il faut réglementer un petit peu tout ça, peut-être préciser tout simplement les choses. Ah oui, tout à fait. Il y a sûrement des précisions à apporter. Tout simplement, il n'y a pas de définition légale du crowdfunding. On en parle tous autour de cette table, mais il n'y a pas de définition. Mon voisin, en effet. Est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est? Est-ce que non, c'est pas si évident. En effet, c'est un mode de financement particulier qui s'écarte des modes traditionnels. Ça peut en effet avoir vocation à soutenir des projets plus de nature culturelle ou de nature entrepreneuriale. C'est pas tout à fait la même chose. Et en effet, comme Benoît Bazouki le signalait, il y a 3 grandes catégories, le don, le prêt, la souscription de titres. Et on voit finalement qu'à chaque fois, l'air de rien, on va rentrer dans le domaine de la réglementation financière. Et c'est bien à ce titre que j'interviens. C'est que même si le crowdfunding est, j'allais dire, une modalité de financement très nouvelle, très innovante, fondamentalement, quand on parle de prêt, quand on parle de souscription de titres, finalement, c'est des activités financières assez traditionnelles. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué, notamment pour les nouveaux acteurs du crowdfunding, c'est qu'ils n'ont pas toujours nécessairement l'impression justement de rentrer dans un monde réglementé. Et rentrer dans un monde réglementé, alors évidemment, ça veut dire des contraintes un peu particulières, des agréments, des exigences de capital et des règles de conduite particulières qui peuvent être justement contrôlées par une autorité comme l'autorité de contrôle prudentiel. Alors, petite question pratique pour les épargnants, justement, il y a peut-être la première question, quand on épargne, quand on s'investit dans un projet, que ce soit Noob ou que ce soit sur Smart Engines, comment être assuré que notre argent va bien à ce projet-là? Ça, c'est peut-être la première question. Ça, je vais y répondre avec justement l'approche plutôt autorité de contrôle, parce que finalement, pourquoi il y a une réglementation financière? Parfois, certains trouvent que c'est trop pesant, c'est pas nécessairement bien adapté, notamment aux nouvelles activités de crowdfunding. Mais justement, toute cette réglementation financière, in fine, c'est pour protéger l'épargnant. C'est pour protéger celui qui va verser un don ou qui va verser un montant pour investir dans tel ou tel projet. Ça, c'est fondamental parce qu'on voit bien finalement la beauté du crowdfunding, mais il y a un versant où il faut faire très attention, il pourrait y avoir de la fraude. Il pourrait y avoir des acteurs qui s'installent, qui montent un site, qui mettent quelques photos de stars en disant voilà, on va financer le film, et puis ils vont disparaître, j'allais dire, avec la caisse dans la nature. Donc toute la réglementation financière, justement, c'est pour protéger l'épargnant. Alors, il y a des contraintes, mais évidemment, le bon versant, c'est que c'est censé protéger l'épargnant. Après, la question, on peut demander, c'est que pour ce type d'activité, crowdfunding, financement par la foule, avec des petits montants, est-ce que les anciennes règles financières dites traditionnelles sont totalement adaptées à des modalités de financement qui, elles, sont innovantes et évidemment non traditionnelles? Benoît Bazouki. Bien sûr. Alors moi, je partage tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que effectivement, on a une réglementation financière qui aujourd'hui n'est pas adaptée parce que cette réglementation financière ne pouvait pas anticiper plusieurs années à l'avance l'arrivée d'Internet comme possibilité de financement de projets, quelle qu'en soit la nature. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est qu'il faut absolument protéger les épargnants. Et ça, là-dessus, je crois que le régulateur, ACP-AMF, est parfaitement dans son rôle quand il rappelle les règles qui doivent s'appliquer. Alors, on rappelle les règles telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est important. Je crois que le régulateur l'a fait il y a quelques semaines et c'était légitime et c'était utile aussi pour les plateformes. Nous avons besoin de crédibiliser notre démarche. Maintenant, il va falloir passer à une deuxième étape qui est l'adaptation de ces règles qui sont, une fois de plus, pas faites pour le crowdfunding, l'adaptation à l'activité de nos plateformes. Mais à l'inverse, le fait de réglementer les choses, est-ce que ça risque pas de brider un peu le système ?
Ça peut le protéger. C'est-à-dire que nécessairement, quand un phénomène prend de l'ampleur comme ça, il faut effectivement protéger les épargnants pour assurer aussi la crédibilité des plateformes. Et nous réclamons cette réglementation adaptée. Alors oui, on dit aujourd'hui la réglementation n'est pas adaptée, c'est certain. Mais on ne dit pas il faut pas de réglementation. Ça peut être quoi? Favorable au financement participatif, comme le disait François Hollande, ça peut être quoi? On peut aller dans quel sens? Alors aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui a été monté au sein de l'association PME Finance notamment, et qui est en cours de consultation de différents acteurs de la place, et qui propose la création d'un statut d'établissement de financement participatif. Et effectivement, ce statut d'établissement de financement participatif permet de ne pas révolutionner la réglementation actuelle, parce que c'est pas le sujet. Il y a déjà de nombreux métiers qui sont inclus dans la réglementation financière, et on n'a pas vocation à venir déstabiliser cette réglementation. En revanche, la création d'un statut spécifique permet de faire rentrer certaines autorisations au regard de certaines obligations aussi de la part des plateformes. Vous parliez de fonds propres minimum, ça semble effectivement être un sujet d'obligation pour les plateformes. Et donc on crée ce statut-là et on a une activité qui pourra se développer de manière adaptée. Alors pour revenir concrètement à ma question, que devient la garantie de nos fonds pour les épargnants finalement? Fabien Fournier chez Noob, pardon. Je le disais, vous avez atteint déjà 10 fois la somme et ce n'est pas terminé. Qu'allez-vous faire donc de cet argent supplémentaire? Vous informer presque jour le jour sur ce que vous allez faire de cet argent? Oui, on est toujours très très proche de la communauté. J'ai déjà tourné quasiment 2 heures où je réponds à des questions. Il y a encore 2 autres vidéos qui arrivent, mais c'est pas maintenant que les gens nous découvrent en fait. C'est que, comme je disais tout à l'heure, ça fait 13 ans qu'on fait du contenu et les gens aussi savent que Noob, ce n'est pas qu'une web-série, c'est une licence cross-média. Cross-média, ça veut dire que je raconte des histoires à la fois en web-série, mais que je vais sur d'autres supports. En BD, en roman. En BD, en roman, mais ce ne sont pas des adaptations. C'est-à-dire que l'histoire continue d'un support à l'autre. L'histoire est racontée d'une manière différente, mais à chaque fois c'est inédit, complémentaire et indépendant. Donc c'est un univers qui est très riche. 4 romans, c'est quelque chose que j'ai pas pu mettre en image. Donc du coup, plus le budget sera grand, plus justement je pourrai enrichir l'univers et mettre à l'image des choses que je ne pouvais pas jusqu'à maintenant. Sachant que j'ai mis des paliers aussi, c'est-à-dire que si on débloque les 333 000 €, 333, c'est une référence à un jeu, eh bien on aura la trilogie. C'est-à-dire que je ferai 3 films de 1h30 plutôt qu'un film de 2 heures, et en 2 ans. Donc véritable transparence là sur ce qui est fait de l'argent. Alors Benoît Bazouki, justement sur smartangels.fr, on disait ce sont plutôt des entreprises qui sont demandeuses, qui font des appels à dons. Comment ça fonctionne concrètement et quel genre d'entreprise aujourd'hui vous avez? Alors nous, notre fonctionnement est simple, c'est que on a un métier, nous sommes agréés enregistrés auprès de l'AMF en tant que conseiller en investissement financier. Donc on a déjà quand même un cadre réglementaire que nous respectons et dans lequel nous inscrivons complètement. Donc notre métier de conseiller en investissement financier, c'est de sélectionner des entreprises, de les analyser, de préparer les opérations d'accompagner la préparation des opérations. Et parfois vous leur dites justement, est-ce qu'il y a des clés justement pour pouvoir trouver des financements? Est-ce que parfois vous leur dites non, ça de toute façon ça va pas prendre? Oui, il y a effectivement des entreprises qui sont pas prêtes à aller chercher des fonds auprès du public pour différentes raisons à chaque fois. Alors nous, chez Smart Angels, nous sommes spécialisés sur des entreprises de croissance. On n'a pas de spécialisation sectorielle, mais on cherche des entreprises qui effectivement sont des start-up ou des PME qui ont des projets d'innovation, des projets de croissance forte à l'international. Et donc nous finançons des sociétés qui ont vocation à devenir de plus grosses sociétés. Voilà. Donc mais ça fonctionne sur une forme de confiance quand on investit quand même dans une start-up, parce qu'il n'y a pas d'historique de compte, c'est des informations que vous ne pouvez pas fournir aux investisseurs. Bien sûr, mais la confiance, c'est la nature même du système financier, c'est-à-dire que c'est ce sur quoi repose tout. C'est compliqué finalement de réglementer les choses. Tout à fait. Oui, je crois. Et c'est surtout, d'ailleurs, surtout pour défendre la belle image du crowdfunding. Faut surtout pas qu'il y ait de loup ou de mouton noir dans l'histoire. Je voudrais juste aborder en effet quelques exemples où il faut faire très attention. Rien que même pour un projet culturel, on voit bien, il peut y avoir encaissement de fonds. Et ces fonds vont rester quelques moments, le temps que montant petit à petit vers le seuil qui permettra en effet de financer. Donc on voit bien qu'il y a une certaine période où que vont devenir ces fonds. Et puis si ça dépasse le seuil, c'est bon, ça finance le projet. Si ça passe en dessous, ça doit être restitué. Donc on voit bien que pendant ce moment-là, il y a un petit sujet, il y a eu encaissement de fonds pour compte de tiers, mais que vont devenir ces sommes. Donc là on voit le risque de fraude. Il y a un autre sujet pour rebondir, c'est aussi toute l'information
de l'épargnant. On le voit par exemple en effet sur ces sujets de souscription de titres dans des PME innovantes ou dans des petites start-up. Il faut évidemment que l'épargnant soit bien informé parce que c'est particulier. C'est des titres, mais comment vont-ils être valorisés? Parce qu'évidemment, on a le droit de sortir. Peut-être que quelques années après, on voudra sortir, mais qui va les valoriser? C'est du non-côté. Et puis, évidemment, il y a un sujet de liquidité, parce que qui va racheter mes parts? Donc, on voit, au-delà des sujets de fraude, il y a le sujet de l'information de l'épargnant. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais sortir d'un titre? Qui va valoriser? Sur quel marché? Est-ce que là, il peut y avoir des garanties? Quand on sort, il y a une prise de risque, de toute façon. Alors, il y a une prise de risque, mais évidemment, j'ai envie de dire, il faut le savoir à l'entrée. C'est là toute la question aussi du crowdfunding. Et on voit bien l'équilibre délicat à trouver. Et là, le gouvernement, en effet, avec des groupes de travail, et nous y sommes associés aussi, a trouvé, j'allais dire, le juste équilibre entre, en effet, une réglementation protectrice et puis ne pas étouffer cette affaire. Mais on le voit bien, par exemple, pour l'épargnant, en effet, qui pourrait imaginer peut-être de pouvoir sortir, mais à quel prix? Il y a la question, en effet, avant la souscription, évidemment, il faut l'informer. Il faut qu'il soit bien conscient des risques qu'il prend, qu'il y a un problème de liquidité, il y a un problème de valorisation. Et puis, sur cette petite start-up, quelle information financière, peut-être pourra-t-il disposer des comptes ou pas? Il y a toutes ces questions-là. Et est-ce que oui ou non, on impose des obligations plus ou moins fortes, soit à la plateforme, soit directement aux porteurs de projets? Est-ce qu'il faut émettre un prospectus? Voilà. On voit tout de suite qu'on aborde des questions délicates parce qu'évidemment on se dit pour protéger l'épargnant, faisons un prospectus, mais évidemment un prospectus c'est coûteux. Voilà. Il y a cet équilibre à trouver. Si on avance, il y a quand même une autre aussi petite question, c'est la question de la contrepartie pour les épargnants. Vous disiez parfois c'est uniquement des dons, parfois notamment dans les projets artistiques ou culturels, on vous dit en échange vous aurez la BD en avant-première. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une contrepartie chez Ulule pour le projet Nous? Oui, il y en a plusieurs, à plusieurs niveaux. Ça va du DVD, ça va au coffret collector avec les 5 saisons plus le ou les films si jamais ils sortiront. Ils ont débloqué, on appelle ça des hauts faits, mais c'est des paliers. Le haut fait Blu-ray, donc du coup grâce à eux il y aura le Blu-ray aussi du film, et le haut fait ultime, ça serait justement le guide officiel, un gros livre de collection avec justement toutes les coulisses de l'univers comme ils font pour les films. Donc il y aurait le film et la panoplie de ce que les fans aimeraient avoir autour de ce film dans le cadre de ce crowdfunding là. Voilà, dans quelle réglementation ça passe? Alors c'est peut-être plus difficile. Ceci dit, on l'imagine pour les entreprises chez Smart Angels, j'ai vu par exemple il y a des petites entreprises de cosmétiques, est-ce que du coup on peut avoir des produits en avant-première? Alors non, c'est pas l'objectif sur Smart Angels, c'est vraiment l'investissement en capital. Donc les investisseurs investissent en direct au capital des entreprises. D'ailleurs, ça règle un des sujets qui est l'encaissement pour fonds compte de tiers, c'est-à-dire que les fonds sont directement versés sur les comptes d'augmentation de capital qui sont bloqués dans un établissement financier et qui ensuite sont débloqués pour réaliser l'augmentation de capital. Donc sur tous les sujets, effectivement, il y a des solutions qui existent et ça renforce d'ailleurs l'idée qu'il faut la création d'un statut spécifique qui permettra de renforcer l'information et la sécurisation des fonds des épargnants. Est-ce qu'il faut déclarer ce qu'on va donner à tel ou tel projet, à partir de quel montant ou pas? Là, c'est une autre question, Fabrice Peuzin. Ah, mais je suis pas l'administration fiscale, donc. Non, mais j'imagine que ça fait aussi partie des questions que Benoît Mazouki, vous y avez pensé aussi. Alors, les fonds, par définition, sont des fonds. Alors, nous, on a des obligations, là encore, existantes, actuelles, en tant que conseiller en investissement financier, d'analyse de l'origine des fonds, de questionnement sur les investisseurs, et ça, ce sont toutes les normes de contrôle qui sont très classiques dans l'industrie financière. Donc ça, on les respecte. Oui, après, évidemment, tous les fonds sont déclarés. En tout cas, ceux qui sont investis dans les entreprises qu'on présente. D'accord. Mais nous, par exemple, l'investissement moyen... Alors, sur nous, si on fait la moyenne, on a 6500 contributeurs pour donc 315 000 à peu près. Ça fait à peu près 50 € de moyenne. Sachant que notre plus gros don, c'est 1000 €. Sur l'évolution par rapport aux États-Unis, on est quand même assez en retard. Est-ce qu'en termes de réglementation, les États-Unis ont bien encadré les choses ? Alors, les États-Unis ont annoncé des choses, ce qu'ils appellent le Job Act. C'est pas encore finalisé, loin s'en faut, mais on voit qu'il y a cette réflexion. Et je crois qu'il faut être conscient, parce qu'on parlait des États-Unis, il y a au niveau de la réglementation bancaire et financière, il faut savoir que ça dépend quand même aussi beaucoup de directives européennes. Donc le sujet d'un statut du crowdfunding se pose aussi, à mon avis, au niveau de l'Union européenne dans son ensemble, parce que par derrière, il y a des directives, et aujourd'hui, il y a des directives qui imposent des choses, ou même
des États comme l'État français ou le gouvernement français, s'il désirait de faire bouger énormément des seuils, ne pourrait pas parce qu'il serait contraint par des directives européennes. Il n'en demeure pas moins qu'on peut quand même avoir une réflexion au niveau français, ça n'empêche pas, pour bouger au niveau des marges qui nous sont laissées par les directives européennes, mais sans aucun doute, pour revenir sur la référence américaine, le débat devra aussi avoir lieu au niveau de la Commission européenne si on veut aller dans un statut du crowdfunding. Quand est-ce qu'on y verra plus clair? J'ai l'impression que ça va être un peu long. Pas nécessairement. On voit en effet que ça bouge très vite. Je crois en effet qu'il y a une forte pression à la fois, j'allais dire, des entrepreneurs, et c'est très bien. Je crois aussi au niveau des différents gouvernements européens qu'il y a un vrai sujet de financement de l'économie. Et donc, même si il faut la relativiser selon les montants, parce que voilà, mais ça peut être une solution. Et donc, on peut imaginer que des gouvernements européens et français soient intéressés par de nouvelles modalités de financement de l'économie. Voilà, les choses pourraient peut-être bouger plus vite que prévu. Benoît Bazouki, vous vouliez rajouter une chose, il vous reste 10 secondes. Oui, il y a effectivement des négociations au niveau européen qui sont là encore en cours. Et effectivement, le modèle américain, on peut s'en inspirer. Mais il y a un modèle à inventer aussi au niveau européen. Et c'est là où la France, et avec nos plateformes en France, et avec le régulateur, et avec le gouvernement, on peut aussi essayer de construire un modèle qui pourra servir de base à ce qui sera construit ensuite au niveau européen. Eh bien, vous reviendrez quand ce modèle sera Avec posé. plaisir. Benoît Bazouki, président fondateur de la plateforme smartangels.fr. Fabrice Pezin, secrétaire général adjoint de l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. Puis Fabien Fournier, encore bravo à vous, réalisateur, scénariste, post-producteur de Noob, la première web série française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Paris est à vous continue dans un instant. Un nouveau journal avec Élodie Largenton. Mais tout de suite, c'est la chronique de Couvert. Emmanuel Rubin nous emmène aujourd'hui dans le 2e arrondissement.